Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil supérieur de la magistrature cristallise déjà l'attention à 2 jours de sa session prévue au Palais de l'Unité. Au-delà de l'attente de la mise en place d'un conseil constitutionnel, la question de la mise en retraite et de l'intégration des magistrats pourrait être inscrite à l'ordre du jour avec en toile de fond les revendications sociopolitiques anglophones, une occasion de faire le point sur les signaux d'apaisement qu'envoie le gouvernement à l'endroit des régions anglophones qui manifestent dans la désobéissance civile depuis près de 7 mois maintenant. On en parle dans ce journal. Après être sorti d'un tourbillon judiciaire, Paul Erikingé se lance dans la course à la présidentielle prévue en 2018. Il vient de mettre sur pied un parti politique, un mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Quelles sont ses réelles motivations pour être candidat à l'élection présidentielle en 2018? Y a-t-il un agenda caché pour une éventuelle entrée dans le gouvernement? Décryptage, analyse avec Paul Erikingé, invité de la deuxième partie de ce journal, mais avant le développement des principales nouvelles. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce week-end, quelques-unes des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone ont été libérées. De nouveaux signaux d'apaisement à l'endroit de ces régions qui observent une désobéissance civile depuis près de 7 mois. Le mouvement semble s'affaiblir dans certaines villes des régions du sud-ouest. Pour autant, les populations restent rivées vers la libération des leaders du consortium de la société civile anglophone. On fait le point dans ce reportage signé Eric Watat et Eric Martial Ndiomo. La crise anglophone semble être derrière les populations de la ville de Buea. La journée ville morte n'y est plus véritablement observée le lundi comme durant les mois précédents. La fin de l'année scolaire vient aussi estomper un autre aspect de cette crise. De nombreux élèves, même n'ayant pas régulièrement suivi les cours pendant l'année scolaire en raison des perturbations, sont aussi en vacances. Conséquence, la vie semble avoir repris son cours normal. Cette vie est tout de même perturbée de façon sporadique par quelques tentacules de cette crise, comme le procès des leaders religieux dans la plainte déposée contre eux par certains parents d'élèves réunis autour d'un consortium. À Bamenda, la capitale régionale du nord-ouest, dans plusieurs villes de cette région et quelques autres du sud-ouest, les villes mortes prospèrent allègrement le lundi. Dans ces villes, l'on continue à exiger la libération de tous les leaders et de toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise. De façon globale, le gouvernement camerounais a apporté de nombreuses réponses aux revendications dites anglophones. L'une des dernières paumes de discorde reste donc la libération de toutes les personnes interpellées. La tension reste perceptible et cette tension montera d'un cran la semaine prochaine lors des examens du DCE. Un examen qui viendra pour les élèves de Form 5 et de Upper 6 mettre un terme à une année scolaire décidément tumultueuse. Concernant l'affaire du consortium des parents d'élèves contre des évêques et autres autorités religieuses qui sont propriétaires des établissements confessionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest, les différentes audiences qui se sont tenues à Buea et Bamenda ont toutes été renvoyées au 24 juillet prochain. L'on a noté une forte mobilisation des populations pour accompagner le modérateur du PCC, la Presbyterian Church du côté de Buea, mais aussi les évêques anglophones du côté de Bamenda, une mobilisation des populations pour soutenir leurs différentes autorités religieuses. Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur de la magistrature cristallise déjà l'attention à 2 jours de sa session prévue au Palais de l'Unité à Yaoundé, au-delà du cas Paul Aya Abiné, magistrat en fonction incarcéré au secrétariat d'État à la Défense. La question de la mise en retraite de ces ériaques pourrait être inscrite à l'ordre du jour avec en toile de fond les revendications sociopolitiques anglophones. D'autres observateurs avertissent, scrutent l'horizon dans l'attente de la mise en place du Conseil constitutionnel. Reportage Guy Zogo. Ce mercredi, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à Yaoundé sous la présidence du chef de l'État, Paul Biya. Traditionnellement, il y est question des nominations des magistrats et des questions de discipline au sein de la magistrature camerounaise. S'agissant des nominations des magistrats,
Celles-ci interviennent cette année dans un contexte bien particulier, marqué par la crise anglophone et le souci pour le gouvernement de montrer aux yeux de tous qu'il entend promouvoir tous les magistrats sans aucune exception. Une logique fortement manifestée ces dernières semaines par l'ouverture des sections anglophones à l'ENAM et à la Cour suprême. Quant aux aspects relatifs à la discipline, le cas Aya Polabine, le magistrat hors hiérarchie, emprisonné depuis quelques mois sans être inculpé, sera-t-il sur la table? Si oui, comment le Conseil pourra-t-il justifier toutes les entorses observées dans la conduite de ce dossier, notamment le fait qu'il n'ait pas été tenu compte du statut de ce magistrat avant et après son arrestation? En perspective donc, de bons sujets pour cogiter. Après être sorti d'un tourbillon judiciaire, Paul Erikinge se lance dans la course à la présidentielle prévue en 2018. L'ancien maire de Ndjomé-Peña vient de créer un mouvement patriotique qui l'accompagnera dans la construction d'un Cameroun nouveau. Des précisions dans ce reportage signé Steve Eboulet et Donald Anouzwa. L'ancien maire de Ndjomé-Peña, qui a passé 8 années de sa vie en prison avant d'être acquitté courant 2015, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Nous avons conquéri le pouvoir dans ce pays, si le droit, et nous allons soutenir le pouvoir dans ce pays-là. Parents et amis de me lever et de vous dire je suis candidat en 2018. Paul Erikinge, désormais à la tête du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, entend combattre avec le soutien de sa masse militante pour mettre fin au régime en place. Son projet de société, qui est selon lui bien loin du classique Biya Must Go, se veut novateur à plus d'un égard. Alors, qu'est-ce qu'on va changer dans les institutions? Nous irons d'abord dans le code électoral. Il doit être un code d'une élection à deux tours. L'une des plus grandes raisons est que le président de la République est le chef de l'exécutif. Il ne peut pas être président du Conseil supérieur de la magistrature. Paul Erikinge fera également savoir qu'avant de rejoindre les rangs du MPCN pour finalement en devenir le président, il avait décliné à la fois les propositions du MRC, du SDF, de l'UMS, formation politique de l'opposition, qui l'ont sollicité comme militant après son départ du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais le candidat à la présidentielle de 2018 s'est dit prêt à soutenir tous les partis politiques de l'opposition au cas où le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, dont il est le porte-étendard, serait mis en minorité pendant les tractations électorales à venir. Quelles sont ses réelles motivations au lendemain de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle prévue en 2018? Je vous annonce dans ce journal, Paul Erikinge est l'invité de la deuxième partie de cette édition du 20h. Mais avant d'y arriver, notons qu'après avoir mis en congé technique ses ouvriers et interrompu les travaux durant près d'un mois, l'autoroute est à nouveau en chantier sur l'axe Douala-Yaoundé. L'entreprise chinoise a reçu environ plusieurs milliards de francs CFA pour qui lui permet de pouvoir redémarrer les travaux. On fait le point avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Passé la colère de l'entreprise China First Highway Engineering Construction, en charge de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, la situation est revenue à la normale sur cet ouvrage. Une délégation du ministère des Travaux publics, conduite par le directeur général des infrastructures dans ce ministère, Guy Daniel Abounazoua, s'est entretenue avec les responsables de la China First Highway Engineering. Sur le terrain, la mission de contrôle technique confirme la reprise du travail après le paiement d'un décompte à l'entreprise chinoise. Les emprises sont libérées jusqu'au PK40. Les travaux sont en cours du PK0 au PK40. Donc jusqu'au PK10, les travaux de chaussée sont pratiquement achevés, bien avancés disons, pratiquement achevés, mis à part la couche de roulement, la dernière couche donc, qui est en béton bitumineux pour la couche de roulement. Il y avait un certain retard de paiement mais qui a été dépassé. Ils ont reçu un paiement il y a une dizaine de jours, qui est un paiement conséquent sur les décomptes 3 à 8.
qui est à hauteur de 36 millions de dollars, comme je l'avais indiqué. Et puis le décompte 9, on l'a déjà approuvé au niveau de la maîtrise d'œuvre de l'administration. C'est le 29 avril dernier que l'entreprise chinoise avait rendu publique une note de service mettant en congé technique le personnel en charge du terrassement sur le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala. Depuis lors, les travaux de l'autoroute évoluaient au ralenti. Au regard de la baisse drastique des prix du cacao sur le marché mondial, le gouvernement camerounais multiplie des concertations avec les acteurs de la filière locale pour atténuer les effets négatifs sur l'économie nationale, l'unique solution restant l'amélioration de la qualité et de la transformation du cacao au Cameroun. Reportage Marcelin Gansab. 2400 francs en septembre et octobre 2016. Le kilogramme de cacao se vend en fin de campagne à 900 francs seulement, soit une baisse drastique que l'on situe autour de 40 à 50%. Et pourtant, le ministre du Commerce refuse de verser dans le pessimisme. Je voudrais souligner la résilience et la capacité de résistance de notre cacao pendant que les cours se situent ailleurs à 700 francs du fait de la crise. Notre producteur quand même, producteur camerounais, a touché en moyenne, je dis moyenne pondérée, pour la même période d'environ 900 francs. Donc nous avons des atouts. La situation n'est pas du tout catastrophique. Cameroun, on n'a pas de stock invendu. Nous arrivons à vendre tout notre cacao. Il n'y a pas péril en la demeure pour l'industrie cacaoyère camerounaise. Cette industrie a son avenir. Nous devons rester calés dans nos objectifs de production. Même si le Cameroun subit moins que les autres pays producteurs, à l'instar de la Côte d'Ivoire, il n'est pas question de verser dans le triomphalisme. Aussi, le gouvernement a-t-il entrepris une série de mesures afin d'atténuer l'impact de la crise mondiale que traverse la filière cacao. Nous devons accroître notre propre capacité à transformer nous-mêmes notre cacao pour développer une production, une consommation à la fois locale et régionale et alléger d'autant le marché international de manière à mieux valoriser ce que nous envoyons sur le marché international. C'est un peu dans ce sens. Donc nous allons redresser la barre, nous allons prendre des mesures internes. Nous allons continuer à veiller à ce que nos producteurs ne soient pas subis comme certains qui ont des stocks invendus. Les propositions qui ont été discutées et adoptées à Yaoundé sont le fruit des concertations conduites par le CICC et les organes publics de la filière cacao. Leur implémentation devrait permettre au Cameroun de traverser la crise mondiale de l'économie cacaoyère sans trop de casse. Le pire serait que nos producteurs se disent « Oh là là, c'est reparti, on renonce ». Il faut surtout pas renoncer. Si je m'en tiens aux analyses des experts, il semblerait que le marché doit repartir au cours de la campagne 2020-2021. J'allais dire ça tombe à pic, puisque nous, notre objectif de 600 000 tonnes correspond précisément à cette campagne 2020. Donc il faut que nous nous préparions, que nous soyons prêts à cette échéance de 2020. La baisse de 40% du prix du cacao est imputable au contexte actuel, marqué notamment par une surproduction qui a battu tous les records lors des 5 dernières campagnes. Selon l'Organisation internationale du cacao, cette surproduction est d'environ 380 000 tonnes, alors que la demande est restée stagnante. Le Cameroun subit et de plein fouet les affres d'une crise dont il n'est en rien l'un des déclencheurs. Mais des mesures doivent être prises afin de garantir la vitalité et la compétitivité de cette filière porteuse. Comment se préparent les candidats au brevet de technicien supérieur à la veille de cet examen qui débute demain mardi et qui va se dérouler durant 2 semaines? Des candidats s'activent à pouvoir maintenant mener les derniers réglages et être prêts à affronter les premières épreuves de synthèse et épreuves professionnelles qui sont les différentes bêtes noires des candidats au BTS. Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Quelques heures avant le début des épreuves pratiques du brevet de technicien supérieur, les candidats s'activent à vérifier leur nom, numéro de table et salle de composition.
Je suis venue ici à IG pour regarder mon nom pour le diplôme du brevet de technicien supérieur en EDS. Je me suis rendu compte que je suis dans la salle D14, numéro 236. D'abord, ce que je vois, j'ai pas de soucis. Pas de soucis, c'est bien écrit. Parmi eux, figurent aussi les dispensés. Ce sont des candidats qui n'ont pas réussi à leur examen l'année dernière et qui doivent à nouveau valider certaines matières. Ouais, je suis en quelques matières. EPS, études d'État et droit. Ils redoutent tout de même que les épreuves soient abordables. Et je souhaite vraiment que demain, les épreuves aussi nous seront tenues par l'OVC soient vraiment abordables et que nous composons dans de bonnes conditions. J'espère que ça sera simple et facile, quoi. Ça ne sera pas trop complexe. Les responsables de cet institut sont descendus sur les lieux pour se rassurer du bon déroulement des préparatifs de cet examen. La phase pratique du brevet de technicien supérieur qui débute le 6 juin s'achève le 10 juin prochain. La phase écrite, quant à elle, suivra les prochains jours. À l'occasion de la journée mondiale de protection de l'environnement, la société civile critique les pouvoirs publics sur la politique de reboisement qui est menée dans la capitale économique du Cameroun. Il y a quelques années, un projet pour planter des arbres avait été initié dans les artères de la ville de Douala. Aujourd'hui, ce projet est difficilement visible et la chaleur accablante dans la capitale économique. La société civile qui critique davantage les pouvoirs publics sur cette politique de reboisement qui présente de nombreuses défaillances. Reportage Julingue Nyondé. Rapprocher les gens de la nature, c'est le thème de la 45e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Pour les responsables de la gestion des forêts communautaires de la ville de Douala, il est plus que jamais nécessaire de prendre conscience de notre écosystème. Dans la capitale économique, les campagnes de reboisement sont régulièrement organisées, mais les résultats sont peu satisfaisants, selon les observateurs. Ces derniers affirment que les problèmes environnementaux sans cesse croissants, enregistrés au cours des dernières décennies, demandent une politique efficace et le suivi particulier des pouvoirs publics. Le problème de l'arbre, c'est un problème de sensibilisation. Les gens ne perçoivent pas l'importance de l'arbre. Les zones qui pouvaient être réservées justement pour justement pallier à ce reboisement. Ces espaces ont justement été violés par des pressions anthropiques, des constructions anarchiques ou des projets de drains. Donc ce qui fait qu'en matière de plantation d'arbres, il ne reste que la voirie. Maintenant la voirie a un problème, c'est qu'il n'est pas prévu de suivi et évaluation des arbres. Donc on se dit on plante les arbres et puis ça finit. Or l'arbre ne commence qu'à prendre son importance après 1 ou 2 ans. Donc il y a un problème de suivi et évaluation. Lorsque les écosystèmes sont menacés, ce sont les populations qui en souffrent. La protection de l'environnement est un devoir qui engage tout citoyen, soutiennent les responsables de gestion des forêts communautaires. Juste faire comprendre aux populations de ne plus couper les arbres parce que ça a leur intérêt. Au niveau sanitaire, c'est une production de médicaments, c'est un abri contre le réchauffement climatique. C'est ça qui est notre éponge atmosphérique, c'est ça qui filtre notre air. Une rencontre organisée à Douala, en présence du délégué régional du ministère de l'Environnement, a permis aux participants d'inviter la population à poser le geste vert. Le geste vert, je pourrais dire, c'est tout ce qui va dans le sens de protéger l'environnement. C'est-à-dire pas de pollution. Quand vous faites votre cuisine, quand vous avez des ordures ménagères, il ne faudra pas balancer juste ces ordures ménagères dans les places publiques ou dans les rues, mais il faut les mettre dans la poubelle. Quand vous buvez votre bouteille d'eau, quand vous avez la bouteille, il faudra remettre plutôt à une structure qui fait dans la gestion de ces bouteilles-là. Il ne faudra pas jeter ça dans les rigoles ou dans les places. La journée mondiale de l'environnement se célèbre tous les 5 juin de l'année. Un certain nombre de manifestations sont organisées à cet effet, à chaque fois comme objectif principal, préserver la nature. Un homme est entre la vie et la mort après avoir été victime d'un accident de la circulation, une collision entre une petite voiture et un camion au lieu-dit Carrefour IUT à Bandjoun dans la région de l'Ouest. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Fougnat. Au carrefour de l'UIT de Bandjoun, des habitants du coin et autres curieux en masse pour voir de près cet accident de la route venu perturber la tranquillité habituelle de ces lieux aux abords de l'axe Bafoussam-Yaoundé. Le camion venait à vive allure et automatiquement il est arrivé.
Et comme il était bien en troisième position, il a constaté qu'il y avait une Quaster devant lui. Il a braqué. Le Quaster a braqué et garé. Il est venu. Il y avait une tasse qui était garée. Il est monté sur la tasse. On allait faire le miracle. Mais présentement, il n'y a que des MBC gars. Ce jeune homme, passager à bord du camion en provenance de Banganté pour Bamenda, a vécu de ses propres yeux les manœuvres du conducteur qui tentait d'esquiver obstacle après obstacle avant de percuter ce talus et finit sa course folle à la renverse. Il savait que le voiture devait décaler là en arrivant. Donc en arrivant, souvent on n'a pas encore décalé. Donc quand il est temps de venir, là c'est des coups comme ça. Comme ça, celui-là me tenait le peu bloqué, il est venu comme ça. Là encore, il a renversé la voiture. Dans cette course à tombeau ouvert, le camion immatriculé littoral 434 FM broie littéralement le capot de cette berline de Toyota. Des 3 occupants, seul le conducteur dans un état critique est sous soins intensifs dans un hôpital du coin. Le chauffeur du camion non identifié a pris la fuite avant l'arrivée des gendarmes de la brigade de Banjoun et de la compagnie de gendarmerie du Kunki. On invite le gouvernement, le ministère des Transports, de bien vouloir mettre les deux dans ici, parce que ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent ici. Oui, la dernière fois, on a eu des incidents de percutation de 2 véhicules. Donc, il faudrait qu'il y ait des morts. Pour l'instant, l'enquête suit son cours en vue d'établir les responsabilités dans cet accident de trop qui a fait plus de peur que de mal. Une voix légendaire du journalisme s'est éteinte ce week-end à Buea. Zachary Nko a réalisé son dernier commentaire sportif dans un hôpital où il a rendu l'âme après quelques jours de maladie à Buea, lui qui a justement bercé les oreilles de nombreuses générations de Camerounais avec ses commentaires sportifs à l'époque de la radio publique qui était l'unique moyen de retransmission dans les années 70, les années 80. Zachary Nko, une légende du journalisme sportif au Cameroun qui s'est éteint à l'âge de 69 ans et qui a rendu l'âme hier à Buea dans un hôpital de la région du Sud-Ouest. Eno Ngachu regrette son départ de l'équipe nationale de football féminin, nommé directeur général de l'Académie nationale de football. Il confie qu'il avait encore des projets avec les Lions indomptables du Cameroun. Toutefois, il considère le nouveau défi, la direction générale de l'ANAFOOT, comme un défi qui doit relever avec les moyens qui lui seront confiés. Des précisions dans ce reportage signé Ike Cyril. C'est avec un pincement au cœur que Karl Eno Ngachu quitte l'équipe nationale de football féminin du Cameroun. C'est dommage parce que je crois qu'on avait déjà une belle équipe. On s'était fixé certains objectifs, mais il faut savoir que dans la vie aussi, parfois il faut d'autres challenges. C'est un nouveau challenge qui s'ouvre à moi et je vais me donner à 100% tel que j'ai toujours fait partout où je suis passé. L'ancien sélectionneur des Lions indomptables va désormais diriger l'Académie nationale de football. Créée par décret présidentiel, l'ANAFOOT a pour mission d'impulser une gestion rigoureuse du football camerounais adossée sur des techniques modernes d'encadrement et des programmes et projets bien déterminés. L'Académie nationale de football devra être le moule privilégié de formation qui conférera aux Camerounais plus d'organisations efficientes dans le travail, plus de détermination dans l'action, plus de persévérance dans l'effort pour toujours tendre vers le pouvoir plus et s'approprier l'esprit de conquête, la culture de gagneur dans les compétitions engageant l'honneur de notre pays. Installé dans ses fonctions comme tout premier directeur général de l'ANAFOOT, Karl Eno Ngachu a bien conscience de la mission qui l'attend. Les missions de l'ANAFOOT sont tellement énormes. Déjà au niveau des jeunes joueurs, les former pour qu'ils soient les athlètes de haut niveau, former les formateurs parce qu'il faut d'abord commencer à former ces formateurs qui vont travailler avec ces jeunes. Ajouter à cela, il y a beaucoup de volets, par exemple tout ce qui est lié au football. Donc nous devons revoir cela et nous pensons que c'est vraiment une tâche énorme. Mais pour le moment, il faut d'abord travailler sur les textes, il faut travailler sur l'organigramme,
travailler sur certains statuts et voir comment on peut lancer cela. Créée il y a une dizaine d'années, l'Académie nationale de football, pour l'instant, est logée au 2e étage de l'immeuble abritant la direction des stades de Yaoundé. Karl Enongachu y travaillera avec Jules Éloi Minjeme comme directeur général adjoint et Issa Ayatou comme président du conseil d'administration. Il bénéficiera dans un premier temps de la collaboration des personnels du MINSEP et de la direction des stades, personnel avec qui il a eu un premier contact après son installation. Restons dans les milieux du football pour faire le bilan de la phase allée de la Ligue 1 de football qui s'est du moins achevée avec la 17e journée qui s'est jouée donc dimanche dernier. Des précisions avec Nana Paul Sabin et bien sûr toute l'équipe de la rédaction sportive. Reportage. À ce jour, il est impossible de présenter un bilan absolu sur la première moitié du championnat national illégal de football. Et pour cause, 3 matchs impliquant des équipes plus ou moins bien classées attendent d'être disputés. Si dans le registre des statistiques, il faut attendre la liquidation des matchs en retard pour établir un bilan, notons cependant qu'au terme des matchs avancés de la 17e journée disputée hier, il ne fait aucun doute que Edin FC de la Lekié est champion à mi-parcours avec 34 points et qu'au fond du classement, les relégables en pronom Colombe, Dunja et Lobo, New Stade de Douala et Lyon, blessés de Fortuny. Arrivé il y a 2 ans dans le cercle très fermé de Ligue 1, Edin Football Club de la Lekié effectue sans complexe une première partie de la saison de manière exceptionnelle au nez et à la barbe de cadors tels que Coton Sport de Garoua, le Mèche de Loum, respectivement vice-champions et champions du Cameroun en titre. L'équipe de la Lekié, région du centre, détient aussi la meilleure attaque avec 24 buts inscrits en 17 matchs, soit une moyenne de 1,4 buts par match. Dans son effectif, Raymond Fosso, auteur de 7 buts, artificier en chef du championnat. L'équipe entraînée par Anissel Barga a prouvé en déplacement comme à domicile qu'elle a de l'étouffe. Dans le registre des satisfactions apparaissent également 2 promus, Stade Renard de Mélan et Feuti FC de Banjoul. Comme des âmes bien nées, seuls les novices n'ont pas attendu le nombre des années pour prouver quels sont les adversaires aux dents longues. Les grosses déceptions à la trêve sont Union Sportive de Douala, Union Sport du Onkam, New Stade de Douala et dans une moindre mesure, Lyon Sport de Bamenda qui ont souvent joué les premiers rôles dans cette compétition. Avec 20 points au 2e rang, Union de Douala a failli terminer cette première partie dans la zone des relégables. Le club au million de supporters devance le premier relégable Colombe de Dja et Lobo avec 3 points seulement. New Stade de Douala, habitué à des compétitions internationales ces derniers temps, est carrément installé au fond du classement, légèrement au-dessus de la lanterne rouge, l'homme blessé de Fortuny. La seconde partie du championnat est programmée pour démarrer le 18 juin 2017. Les mauvais élèves ont donc 2 semaines pour faire chacun son introspection avant un nouveau départ. Quelques inquiétudes sur le moral et l'état d'esprit des soldats camerounais engagés sur le front de guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Le ministre de la Défense prescrit aux chefs militaires un suivi psychologique particulier et la multiplication des causeries éducatives. Joseph Betty a tenu une réunion de crise cet après-midi avec l'état-major des armées et des chefs militaires, des soldats engagés dans la force multinationale mixte qui est donc du côté de l'extrême nord pour lutter contre Boko Haram. Cette réunion s'est tenue après le transfert à Yaoundé d'une trentaine de militaires ayant barricadé la route nationale numéro 1 dans le Logon de Chari durant le week-end. Ils exigeaient le respect du chronogramme de la relève et le paiement de certaines primes. Et le ministre de la Défense dénonce une amalgame sur la question des primes. Il annonce des sanctions disciplinaires et l'ouverture d'une enquête judiciaire. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Paul-Éric Kingué. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Quelle est l'idéologie politique et les valeurs que vous défendez au sein de cette nouvelle formation politique? Oui, je vous remercie de me prendre ce soir pour que j'explique à la communauté nationale l'idéologie qui fonde notre parti. En fait, 4 piliers sous-tendent l'idéologie de notre parti. Le premier pilier, c'est une économie libérale
mais bien encadrée par l'État. Mais une économie libérale qui commence par le bas, c'est-à-dire précisément par des petits entrepreneurs. Au Cameroun, voyez-vous, 90% des entreprises sont dans l'informel. Et la plupart de celles-ci ne sont pas du tout encadrées. Dans la plupart du temps, certaines fonctionnent dans l'illégalité, mais réussissent quand même à se battre au quotidien. Toute cette jeunesse, tous ces Camerounais qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dans l'informel, il s'agira pour nous de les ramener dans un cadre bien défini pour les suivre jusqu'à la réalisation de chacun de leurs projets. Et quels sont les autres 3 piliers qui sous-tendent le deuxième pilier va être le respect et la protection des droits de l'homme. Le respect et la protection des droits de l'homme. Nous devons pouvoir entrer dans un état où, finalement, les abus sont combattus jusqu'à leur dernière énergie. Voyez-vous, dans notre pays, on peut vous arrêter quand on veut. On peut vous accuser quand on veut. On peut même donner des directives à une procédure qui vous concerne quand on veut. Il s'agira pour nous de bien définir les règles en la matière, mais surtout d'encadrer avec les lois le respect strict des droits de l'homme tels que prescrits par les organisations et les chartes internationales. Et en quelques mots, les autres piliers qui sous-tendent l'idéologie politique? Bien évidemment, le renforcement de la démocratie. Parce que ça également, nous sommes en déficit de démocratie au Cameroun. Vous savez, je vous prends un exemple banal. Hein. Si un parti politique décidait là maintenant de faire un meeting demain, la première barrière qu'il trouverait serait le sous-préfet. Mais vous avez tenu le vôtre dimanche? Non, écoutez. Comment vous pouvez parler de déficit démocratique alors que vous avez pu tenir votre meeting politique et votre assemblée générale? Vous savez que l'une des entraves à l'expression de la liberté au Cameroun, c'est cette incursion à chaque fois de l'administration pour empêcher que les partis politiques s'expriment dans notre pays. Moi, je l'ai fait, mais les autres n'ont pas eu la même chance que moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que l'opposition ne s'affirme pas véritablement. Parce qu'elle n'a pas les mêmes chances que le parti au pouvoir. Je dis que dans les 3/4 du temps, l'opposition au Cameroun n'a pas les moyens de s'exprimer. Et disons que ces derniers moments, nous avons l'impression qu'il y a une légère amélioration, mais je pense que fondamentalement, il faut qu'on ramène notre République à un État véritablement démocratique. Justement, quand on écoute les 2 premiers piliers que vous présentez de votre idéologie politique, oui, on a du mal à faire une démarcation entre ce Cameroun nouveau que vous prônez et le régime du renouveau que vous avez défendu durant de nombreuses années. Quelle est la différence concrètement? Non, la différence, le 4e pilier, permettez-moi déjà de le dire, c'est qu'il faut ramener la République du Cameroun dans l'éthique que nous avons longtemps perdue, dans la morale que nous avons longtemps perdue. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement tous les fondamentaux dans notre pays ont été sapés. Les enfants ne respectent plus les aînés. Les enfants ne respectent pas les couleurs nationales, même les aînés. À notre temps, lorsque nous allions à l'école, quand on montait seulement le drapeau, si vous aviez une position, vous respectiez cette position jusqu'à ce que l'hymne soit exécuté. Aujourd'hui, tout est complètement sapé. Il faut ramener dans nos écoles, dès le primaire, le respect non seulement des institutions, mais une morale véritablement axée sur la création de nouvelles valeurs. Alors vous parlez de la moralisation de la vie publique, vous parlez de rigueur, vous parlez d'économie plus ou moins libérale. On perçoit là quelques éléments fondateurs du régime du renouveau de 1983, celui du chef de l'État Paul Biya que vous avez défendu durant de nombreuses années. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre prescription idéologique de l'ancienne maison politique où vous étiez? Il faut dire que
les intentions au départ de M. Biya n'étaient pas aussi mauvaises que ça. Il y a peu de Camerounais qui peuvent critiquer ce qui se passe, ce qui a été consigné dans le livre pour le libéralisme communautaire. Ils sont trop peu. Mais seulement, le président Paul Biya, les 3 premières années déjà de son pouvoir, s'est démarqué lui-même de sa ligne politique. Ce n'est pas sa ligne politique qui, au départ, était appréciée de tout le monde, qu'on a retrouvé tout au long de son cheminement. Alors, ceci dit, son idéologie au départ était bonne. D'ailleurs, elle a réussi à fédérer les Camerounais. Mais nous avons trop vite perçu qu'en réalité, c'était simplement de la poudre aux yeux. Parce que très vite, il s'est détaché de cette idéologie et nous sommes entrés dans un tourbillon qui a duré pratiquement 32 ans. Mais Paul Ekenge, vous l'avez défendu, cette idéologie. Vous avez été maire RDPC durant de nombreuses années avant votre incarcération qui a duré 8 ans. Est-ce que si vous n'avez pas été incarcéré, si vous n'avez pas vécu ce tourbillon judiciaire qui vous a tant affecté, est-ce que vous seriez aujourd'hui en train d'être à la tête d'une autre formation politique que celle du RDPC que vous avez servi? Non, je voudrais qu'il soit suffisamment clair pour les Camerounais qu'on peut militer dans un parti et ne pas être d'accord avec certaines pratiques dans ce parti. Je voudrais vous dire que je n'ai jamais eu de mandat national, mais j'ai eu un mandat local. Et le mandat local que j'ai assumé, vous pouvez le demander à ceux qui m'avaient confié ce mandat, on fait de moi, s'il vous plaît, on fait de moi un demi-dieu chez moi. Pourquoi? Parce que, au départ, j'entre dans le RDPC, ça je l'ai dit, parce que je cherchais un véhicule dans lequel et à travers lequel je pouvais m'exprimer. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en réalité, à l'intérieur, je ne pouvais pas apporter ces changements. Mais d'un coup de tête, j'ai dit, ok, ne serait-ce qu'au niveau local, parce que j'avais un mandat local. On ne peut pas me juger comme quelqu'un qui avait un mandat national. Au niveau local, il faut que je me démarque. J'ai décidé de me démarquer. D'abord, en luttant contre la corruption dans la localité. 2, en luttant contre les mauvaises pratiques, c'est-à-dire les mauvaises conditions de travail des ouvriers de chez moi. 3, en luttant contre ces confiscations des terres qu'on vit pratiquement au Cameroun. Chez nous, par exemple, la PHP occupe... Oui, justement, avant qu'on arrive à ce sujet-là, le Cameroun compte quand même 300 formations politiques et moins d'une dizaine sont visibles sur la scène nationale. Pourquoi vous avez refusé de rejoindre les autres leaders politiques pour justement contribuer davantage à renforcer le pouvoir de l'opposition et amorcer le changement démocratique? Pourquoi votre propre parti, alors qu'il y a d'autres qui existent, qui ont des sommiers politiques et qui peuvent justement structurer mieux l'opposition? Pourquoi votre propre parti? Voilà, je voudrais déjà vous rappeler que ce parti n'a pas été créé par moi. Je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale que le parti dont j'ai la charge aujourd'hui a été créé en 2006. Parce qu'il m'arrive parfois de faire des incursions dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent que c'est un parti de plus. Mais en fait, ce n'est pas un parti de plus. Au départ, ce parti s'appelait le PCN, le Parti pour un Cameroun nouveau. Alors, c'est seulement au terme de l'Assemblée générale de ce parti qu'on a décidé de modifier son appellation. C'est un parti qui, en réalité, a fait son chemin, mais un chemin très douloureux, parce qu'en réalité, il a connu pas mal de fortune. Alors, c'est donc au terme de l'Assemblée générale de ce parti... Est-ce que ce nouveau véhicule politique que vous venez d'emprunter vise à vous positionner davantage dans un probable gouvernement d'ouverture? Non, ce nouveau Paul Biya, vous souhaitez mieux vous positionner pour davantage discuter avec le président de la République? Non. C'est que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez maire? Écoutez, s'il y a un Camerounais qui doit être maire contre le régime de M. Biya, c'est moi. Il n'y a pas 2 Camerounais qui peuvent être amers contre le régime de M. Biya que moi. Parce que moi, j'ai été jeté en prison inutilement. J'ai été jeté en prison injustement. Alors, quand les gens... Vous voulez surfer sur cette sympathie des Camerounais durant vos années en prison pour rebondir en politique? Permettez-moi de dire ceci.
entre le régime de M. Biya. D'abord, il est important que je rappelle aux Camerounais que je n'étais qu'un militant de surface, un militant de périphérie si vous voulez. Un maire de Ngomapoubi ou un maire des Eka n'a aucune décision sur la marche de la République du Cameroun. Un maire de Pendja ou un maire de Boya n'a aucune décision, aucun impact sur la marche de la République du Cameroun. Le cœur du pays est connu, et vous le savez, et c'est au cœur du pays qu'un ensemble de choses se décident. Pour le King, par vengeance politique que vous devenez candidat à l'élection présidentielle? Non, ce n'est pas par vengeance politique. Écoutez, les combats que j'ai menés, lorsqu'on m'a confié des mandats, étaient des combats quand même de rêve que je tenais absolument à réaliser. J'ai tenu à me démarquer du RDPC. Depuis ce moment-là, je voudrais vous dire que rien ne m'obligeait à lutter pour les populations, les pauvres populations de ma localité. Rien. Je pouvais rester maire, me contenter du carburant dont je bénéficiais mensuellement. Je pouvais rester maire et vivre dans l'opulence. Mais j'ai dit non, je troque mon poste de maire contre un combat, celui d'un peu plus de justice, celui d'un peu plus de justice sociale. Et ça, j'en ai payé les frais. Et je ne le regrette pas. Si je dois davantage payer les frais, je le ferai pour le peuple camerounais. Mais je voudrais rassurer les Camerounais qu'aucune possibilité de rapprochement entre le RDPC et moi ne peut se faire. Aucune possibilité de compromission avec le RDPC ne peut se faire. Pour la gouvernance, pour la gouverne, je veux dire, des Camerounais, ces 2 dernières années, j'ai reçu toutes les propositions, soit pour entrer au gouvernement, soit pour prendre la direction générale d'une société au Cameroun. J'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé de voir les choses changer autour de moi. J'ai toujours pensé que les plus pauvres ont aussi le droit de vivre. Ces petits agriculteurs, ces Bayam Selam, ces soudeurs, ces gars qui travaillent au quotidien à la sueur de leur front, c'est d'eux qu'il s'agit. En fait, c'est d'eux que mon combat, c'est à eux que mon combat s'adresse. Merci Paul-Éric Kingué. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et candidat déclaré pour l'élection présidentielle prévue en 2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Ce soir, 100% foot, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. Nazoa s'est entretenu avec les responsables de la China First Highway Engineering. Sur le terrain, la mission de contrôle technique confirme la reprise du travail après le paiement d'un décompte à l'entreprise chinoise. Les emprises sont libérées jusqu'au PK40. Les travaux sont en cours du PK0 au PK40. Donc jusqu'au PK10, les travaux de chaussée sont pratiquement achevés, bien avancés disons, pratiquement achevés, mis à part la couche de roulement, la dernière couche donc, qui est en béton bitumineux pour la couche de roulement. Il y avait un certain retard de paiement mais qui a été dépassé. Ils ont reçu un paiement il y a une dizaine de jours, qui est un paiement conséquent sur les décomptes 3 à 8. Qui est à hauteur de 36 millions de dollars comme je l'avais indiqué. Et puis le décompte 9, on l'a déjà approuvé au niveau de la maîtrise d'œuvre de l'administration. C'est le 29 avril dernier que l'entreprise chinoise avait rendu publique une note de service mettant en congé technique le personnel en charge du terrassement sur le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala. Depuis lors, les travaux de l'autoroute évoluaient au ralenti. Au regard de la baisse drastique des prix du cacao sur le marché mondial, le gouvernement camerounais multiplie des concertations avec les acteurs de la filière locale pour atténuer les effets négatifs sur l'économie nationale, l'unique solution restant l'amélioration de la qualité et de la transformation du cacao au Cameroun. Reportage Marcelin Gansop. 2400 francs en septembre et octobre 2016. Le kilogramme de cacao se vend en fin de campagne à 900 francs seulement, soit une baisse drastique que l'on situe autour de 40 à 50%. Et pourtant, le ministre du Commerce refuse de verser dans le pessimisme. Je voudrais souligner la résilience et la capacité de résistance de notre cacao pendant que les cours se situent ailleurs
à 700 francs du fait de la crise. Notre producteur quand même, producteur camerounais, a touché en moyenne, je dis moyenne pondérée, pour la même période d'environ 900 francs. Donc nous avons des atouts. La situation n'est pas du tout catastrophique. Cameroun, on n'a pas de stock invendu. Nous arrivons à vendre tout notre cacao. Il n'y a pas péril en la demeure pour l'industrie cacaoyère camerounaise. Cette industrie a son avenir. Nous devons rester calés dans nos objectifs de production. Même si le Cameroun subit moins que les autres pays producteurs, à l'instar de la Côte d'Ivoire, il n'est pas question de verser dans le triomphalisme. Aussi, le gouvernement a-t-il entrepris une série de mesures afin d'atténuer l'impact de la crise mondiale que traverse la... Des précisions dans ce reportage signé Steve Ebolet et Donald Anouzoua. L'ancien maire de Njombe Penja, qui a passé 8 années de sa vie en prison avant d'être acquitté courant 2015, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Nous avons conquéri le pouvoir dans ce pays, sur le plan, et nous allons souffrir le pouvoir dans ce pays-là. De me lever et de vous dire je suis candidat en 2018. Paul-Éric Kingé, désormais à la tête du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, entend combattre avec le soutien de sa masse militante pour mettre fin au régime en place. Son projet de société, qui est selon lui bien loin du classique Biya Must Go, se veut novateur à plus d'un égard. Alors, qu'est-ce qu'on va changer dans les institutions? Nous dirons d'abord dans nos codes électoraux. Il doit être une élection à deux tours. L'une des plus grandes raisons est que le président de la République est le chef de l'exécutif. Il ne peut pas être président du Conseil supérieur de la magistrature. Paul-Éric Kingé fera également savoir qu'avant de rejoindre les rangs du MPCN pour finalement en devenir le président, il avait décliné à la fois les propositions du MRC, du SDF, de l'UMS, formation politique de l'opposition, qui l'ont sollicité comme militant après son départ du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais le candidat à la présidentielle de 2018 s'est dit prêt à soutenir tous les partis politiques de l'opposition au cas où le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, dont il est le porte-étendard, serait mis en minorité pendant les tractations électorales à venir. Quelles sont ses réelles motivations au lendemain de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle prévue en 2018? Je vous annonce dans ce journal, Paul-Éric Kingé est l'invité de la deuxième partie de cette édition du 20h. Mais avant d'y arriver, notons qu'après avoir mis en congé technique ses ouvriers et interrompu les travaux durant près d'un mois, l'autoroute est à nouveau en chantier sur l'axe Douala-Yaoundé. L'entreprise chinoise a reçu environ plusieurs milliards de francs CFA pour qui lui permet de pouvoir redémarrer les travaux. On fait le point avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Passé la colère de l'entreprise China First Highway Engineering Construction, en charge de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, la situation est revenue à la normale sur cet ouvrage. Une délégation du ministère des Travaux publics, conduite par le directeur général des infrastructures dans ce ministère, Guy Daniel Abou. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil supérieur de la magistrature cristallise déjà l'attention à 2 jours de sa session prévue au Palais de l'Unité. Au-delà de l'attente de la mise en place d'un conseil constitutionnel, la question de la mise en retraite et de l'intégration des magistrats pourrait être inscrite à l'ordre du jour avec en toile de fond les revendications sociopolitiques anglophones, une occasion de faire le point sur les signaux d'apaisement qu'envoie le gouvernement à l'endroit des régions anglophones qui manifestent dans la désobéissance civile depuis près de 7 mois maintenant. On en parle dans ce journal. Après être sorti d'un tourbillon judiciaire, Paul-Éric Kingé se lance dans la course à la présidentielle prévue en 2018. Il vient de mettre sur pied un parti politique, un mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Quelles sont ses réelles
motivation pour être candidat à l'élection présidentielle en 2018? Y a-t-il un agenda caché pour une éventuelle entrée dans le gouvernement? Décryptage, analyse avec Paul Rikingue, invité de la deuxième partie de ce journal, mais avant le développement des principales nouvelles. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce week-end, quelques-unes des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone ont été libérées. De nouveaux signaux d'apaisement à l'endroit de ces régions qui observent une désobéissance civile depuis près de 7 mois. Le mouvement semble s'affaiblir dans certaines villes des régions du sud-ouest. Pour autant, les populations restent rivées vers la libération des leaders du consortium de la société civile anglophone. On fait le point dans ce reportage signé Eric Ouattat et Eric Martial Ndiomo. La crise anglophone semble être derrière les populations de la ville de Buea. La journée ville morte n'y est plus véritablement observée le lundi comme durant les mois précédents. La fin de l'année scolaire vient aussi estomper un autre aspect de cette crise. De nombreux élèves, même n'ayant pas régulièrement suivi les cours pendant l'année scolaire en raison des perturbations, sont aussi en vacances. Conséquence, la vie semble avoir repris son cours normal. Cette vie est tout de même perturbée de façon sporadique par quelques tentacules de cette crise, comme le procès des leaders religieux dans la plainte déposée contre eux par certains parents d'élèves réunis autour d'un consortium. À Bamenda, la capitale régionale du nord-ouest, dans plusieurs villes de cette région et quelques autres du sud-ouest, les villes mortes prospèrent allègrement les lundis. Dans ces villes, l'on continue à exiger la libération de tous les leaders et de toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise. De façon globale, le gouvernement camerounais a apporté de nombreuses réponses aux revendications dites anglophones. L'une des dernières paumes de discorde reste donc la libération de toutes les personnes interpellées. La tension reste perceptible et cette tension montera d'un cran la semaine prochaine lors des examens du DCE. Un examen qui viendra pour les élèves de Form 5 et de OPA 6 mettre un terme à une année scolaire décidément tumultueuse. Concernant l'affaire du consortium des parents d'élèves contre des évêques et autres autorités religieuses qui sont propriétaires des établissements confessionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest, les différentes audiences qui se sont tenues à Buea et Bamenda ont toutes été renvoyées au 24 juillet prochain. L'on a noté une forte mobilisation des populations pour accompagner le modérateur du PCC, la Presbyterian Church du côté de Buea, mais aussi les évêques anglophones du côté de Bamenda, une mobilisation des populations pour soutenir leurs différentes autorités religieuses. Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur de la magistrature cristallise déjà l'attention à 2 jours de sa session prévue au Palais de l'Unité à Yaoundé, au-delà du cas Paul Aya Abiné, magistrat en fonction incarcéré au secrétariat d'État à la Défense. La question de la mise en retraite de ces ERIAC pourrait être inscrite à l'ordre du jour avec en toile de fond les revendications sociopolitiques anglophones. D'autres observateurs avertissent, scrutent l'horizon dans l'attente de la mise en place du Conseil constitutionnel. Reportage Guy Zogo. Ce mercredi, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à Yaoundé sous la présidence du chef de l'État, Paul Biya. Traditionnellement, il y est question des nominations des magistrats et des questions de discipline au sein de la magistrature camerounaise. S'agissant des nominations des magistrats, celles-ci interviennent cette année dans un contexte bien particulier marqué par la crise anglophone et le souci pour le gouvernement de montrer aux yeux de tous qu'il entend promouvoir tous les magistrats sans aucune exception. Une logique fortement manifestée ces dernières semaines par l'ouverture des sections anglophones à l'ENAM et à la Cour suprême. Quant aux aspects relatifs à la discipline, le cas Aya Paul Abiné, le magistrat hors hiérarchie, emprisonné depuis quelques mois sans être inculpé, sera-t-il sur la table? Si oui, comment le Conseil pourra-t-il justifier toutes les entorses observées dans la conduite de ce dossier, notamment le fait qu'il n'ait pas été tenu compte du statut de ce magistrat avant et après son arrestation? En perspective donc, de bons sujets pour cogiter.
Après être sorti d'un tourbillon judiciaire, Paul Erikinge se lance dans la course à la présidentielle prévue en 2018. L'ancien maire de Ndiomé-Peña vient de créer un mouvement patriotique qui l'accompagnera dans la construction d'un Cameroun filière cacao. Nous devons accroître notre propre capacité à transformer nous-mêmes notre cacao pour développer une production, une consommation à la fois locale et régionale et alléger de temps le marché international de manière à mieux valoriser ce que nous envoyons sur le marché international. C'est un peu dans ce sens. Donc nous allons redresser la barre, nous allons prendre des mesures internes. Nous allons continuer à veiller à ce que nos producteurs ne soient pas subis comme certains qui ont des stocks invendus. Les propositions qui ont été discutées et adoptées à Yaoundé sont le fruit des concertations conduites par le CICC et les organes publics de la filière cacao. Leur implémentation devrait permettre au Cameroun de traverser la crise mondiale de l'économie cacaoyère sans trop de casse. Le pire serait que nos producteurs se disent « Oh là là, c'est reparti, on renonce ». Il faut surtout pas renoncer. Si je m'en tiens aux analyses des experts, il semblerait que le marché doit repartir au cours de la campagne 2020-2021. Et j'allais dire ça tombe à pic, puisque nous, notre objectif de 600 000 tonnes correspond précisément à cette campagne 2020. Donc il faut que nous nous préparions, que nous soyons prêts à cette échéance de 2020. La baisse de 40% du prix du cacao est imputable au contexte actuel, marqué notamment par une surproduction qui a battu tous les records lors des 5 dernières campagnes. Selon l'Organisation internationale du cacao, cette surproduction est d'environ 380 000 tonnes, alors que la demande est restée stagnante. Le Cameroun subit et de plein fouet les affres d'une crise dont il n'est en rien l'un des déclencheurs. Mais des mesures doivent être prises afin de garantir la vitalité et la compétitivité de cette filière porteuse. Comment se préparent les candidats au brevet de technicien supérieur à la veille de cet examen qui débute demain mardi et qui va se dérouler durant 2 semaines? Des candidats s'activent à pouvoir maintenant mener les derniers réglages et être prêts à affronter les premières épreuves de synthèse et épreuves professionnelles qui sont les différentes bêtes noires des candidats au BTS. Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Quelques heures avant le début des épreuves pratiques du brevet de technicien supérieur, les candidats s'activent à vérifier leur nom, numéro de table et salle de composition. Je suis venue ici à IG pour regarder mon nom pour le diplôme du brevet de technicien supérieur de BTS. Je me suis rendu compte que je suis dans la salle D14, numéro 236. D'après ce que je vois, j'ai pas de soucis. Pas de soucis, c'est bien écrit. Parmi eux, figurent aussi les dispensaires.